Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons reprendre le travail commencé la semaine dernière. Vous vous souvenez, c'était nos expériences réalisées avec le lait et les ferments lactiques pour expliquer quel était le rôle des ferments lactiques. Alors, nous avions mis dans un tube à essai que du lait, c'était notre tube témoin. Nous avions mis dans un autre tube du lait et des ferments lactiques, c'était notre tube essai. Nous avions plongé ces deux tubes dans un bain-marie à 45 degrés. Et nous avions constaté au bout de quelques minutes que le lait uniquement présent dans le tube témoin restait liquide. Quand on l'incline, on voit que ça s'épanche complètement dans le tube. Mais on constatait aussi que dans l'autre tube où nous avions mis du lait liquide et des ferments lactiques, quand nous inclinons le tube, le lait ne s'épanche pas dans le tube, le lait s'est transformé en une espèce de gelée, il est devenu gélatineux. Donc, il fallait expliquer ce que font les ferments lactiques en présence du lait pour être capable de faire cette transformation. Comment des ferments lactiques, des bactéries, sont capables de transformer du lait liquide en yaourt gélatineux ici présent. Activité que vous deviez donc réaliser sur le site de la cuisinière pour aujourd'hui. Alors, pour trouver l'explication de comment les ferments lactiques sont capables de transformer le lait liquide en yaourt gélatineux, vous aviez un certain nombre de documents à analyser sur le site de la cuisinière. Alors, si on commence avec le document 1, vous aviez comme information que donc les ferments lactiques que nous avons découverts il y a quelques séances, et on avait découvert que c'était des bactéries, ont besoin donc pour vivre et pour se multiplier de se nourrir. Ce qui paraît normal puisque ce sont des êtres vivants comme nous. Pour se nourrir, elles se nourrissent du sucre présent dans le lait, ce fameux sucre qu'on avait déjà vu et qu'on avait appelé le lactose. Lorsqu'elles utilisent ce sucre, elles produisent un déchet, l'acide lactique. Donc c'est pareil, elles se nourrissent, elles vont donc produire un élément dont elles vont devoir se débarrasser, c'est pour ça qu'on nomme cela un déchet, et ce déchet, on sait que c'est de l'acide lactique. Comme l'acide lactique est un déchet, elles vont devoir s'en débarrasser, elles le rejettent donc dans leur milieu de vie, c'est-à-dire le lait puisqu'elles vivent dans le lait. Donc voilà comme premier document. Donc pour être sûr que vous ayez compris les éléments principaux de ce document, petite question, saisie d'informations, indiquer de quoi ont besoin les bactéries pour se nourrir en utilisant le document A. Donc normalement il n'y avait pas de difficulté par rapport à ça. Elles ont besoin de se nourrir de sucre, autrement dit du lactose. Donc je regarde ici les réponses faites par l'élève de sucre et de lactose. Voilà, la réponse est correcte. En fait, ce sont deux éléments correspondants. En fait, le nom du sucre particulier, c'est le lactose. Alors, ensuite, pour toujours être sûr que vous ayez compris le document, au départ, indiquez ce que rejettent des bactéries. On a vu que quand elles se nourrissaient, elles avaient besoin de rejeter un déchet. Ce déchet, c'est ce que l'on a appelé l'acide lactique. Donc, la réponse à faire, elle rejette un déchet et en particulier ce déchet s'appelle l'acide lactique. Voilà, donc saisie d'informations simples. Je répète, une bactérie, les ferments lactiques qui vivent dans le lait, pour se nourrir vont utiliser dans le lait le sucre présent qu'on appelle le lactose, mais en se nourrissant, forcément elles vont produire des déchets qu'on va appeler l'acide lactique. Alors, on garde ça dans un coin de la tête et on continue les observations des documents. Alors voilà un document B où je vous présente donc des expériences réalisées dans deux tubes, A et B. Dans un tube A, ici, on verse un peu de lait, puis on ajoute une substance acide. Par exemple, on peut prendre du jus de citron, on peut prendre du vinaigre. Alors le jus de citron et le vinaigre, c'est l'avantage, c'est que c'est transparent. Donc, ça ne va pas modifier la couleur du lait, donc l'observation sera plus facile. Mais on pourrait très bien imaginer de mettre aussi un peu de coca, qui est aussi acide, d'accord, dans du lait. Et puis, dans un autre tube B, on met que du lait. Donc, si vous vous souvenez ce qu'on a vu précédemment, lors de précédentes réalisations d'expériences, je vous disais toujours
que lorsque on fait une expérience et qu'on ne s'attend à aucune modification, c'est ce qu'on appelle un témoin. Un témoin, d'accord, dans une scène de crime, c'est quelqu'un qui est là, qui est présent, qui assiste. Mais lui, il ne fait rien. Il ne fait que regarder. Donc, autrement dit, un témoin, c'est une expérience où on s'attend à ce qu'il ne se passe rien. Donc, dans le tube B, on verse que du lait, on s'attend à ce qu'il ne passe rien. Donc, ça va être notre expérience témoin. Par contre, dans le tube A, où on a versé une substance acide dedans, on s'attend peut-être à ce qu'il se passe quelque chose avec le lait présent. Donc là, c'est ce qu'on va appeler notre expérience essai. Donc l'expérience essai, c'est l'expérience avec l'acide. L'expérience témoin, c'est l'expérience sans acide. Donc voilà, donc l'expérience du tube A, c'est celle où on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, ça va être notre expérience essai, c'est l'expérience où on a mis de l'acide. Par contre, notre autre tube, le tube B, où on a mis que du lait, on s'attend à ce qu'il se passe rien de particulier, c'est ce qu'on va appeler une expérience témoin, c'est l'expérience sans acide. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ceci. Ce n'est pas grave si ça n'avait pas été totalement maîtrisé lors de votre activité. On va revoir ça dans plusieurs cas différents d'expériences et vous allez voir qu'à la fin, vous allez finir par mémoriser l'expérience témoin et l'expérience essai. Alors, on continue. Voici les résultats de ces expériences. Dans le tube A, on voit effectivement que le lait a subi une transformation. Il n'a pas du tout le même aspect. Dans le tube B, notre tube témoin, par contre, le tube a gardé ce même aspect. On vous dit que dans le tube A, le lait devient gélatineux. Il coagule. Par contre, dans le tube B, le lait reste liquide comme il était au départ de l'expérience. Donc, pour vraiment être sûr que vous avez bien compris, donc lorsque le lait est en contact avec une substance acide, il se produit quelque chose, c'était notre tube A, le lait devient gélatineux, le lait, on va dire qu'il coagule. Alors, il faut donc, à partir de ces observations, expliquer maintenant notre problème de départ, c'est-à-dire comment le lait liquide dans lequel on a mis des ferments lactiques s'est transformé en yaourt en utilisant tout ça. Donc, si on reprend ce que l'on connaît, dans le lait, on a mis des ferments lactiques. C'était ces fameuses bactéries. On vient d'apprendre que ces bactéries, pour se nourrir, avaient besoin du sucre dans le lait. Donc, on imagine que quand on a mis des ferments lactiques dans le tube qui contenait du lait, les bactéries dedans, pour pouvoir vivre et se multiplier, ont utilisé le sucre. Mais, comme elles utilisent le sucre dans le lait, elles vont produire un déchet. Ce déchet, c'est l'acide. Donc, dans le tube où on met nos ferments lactiques et le lait, peu à peu, il va apparaître de l'acide produit par ces ferments lactiques. Et l'acide, on vient de voir qu'il était capable, dans le lait, de faire coaguler ce lait qui devient gélatineux. Donc, l'acide produit par nos ferments lactiques dans le lait va provoquer la coagulation du lait qui va devenir gélatineux. Donc, si je reprends ici la réponse d'une élève, les bactéries produisent de l'acide en se nourrissant, ce qui va faire que le lait liquide va devenir gélatineux, il devient du yaourt. Sa phrase, elle est claire, elle est simple. Simplement, moi, j'aurais aimé aussi qu'elle me mette l'élément important qui explique pourquoi ça devient gélatineux, parce qu'en fait, le lait liquide coagule. C'est le terme scientifique, c'est ce qu'on a vu ici. En fait, en présence d'acide, le lait liquide coagule et c'est pour ça qu'il devient gélatineux. Donc, dans l'activité, par exemple pour l'élève, j'ai mis que donc les essais témoins étaient maîtrisés, très bonnes idées d'information. J'ai simplement rajouté que l'explication est quasi complète dans la mesure où il manquait que le terme de coaguler. Donc, je l'ai même mis son plus en mise en relation logique des informations. Donc, voilà pour l'explication de la transformation du lait liquide en yaourt gélatineux en présence des ferments lactiques.
Donc voilà le bilan qui peut être rédigé dans le cahier. Donc j'ai remis dans le document du cahier les différents documents que vous aviez sur le site de la cuisinière. Et donc voilà le bilan collectif. Les bactéries ferment lactique pour se nourrir utilisent le cyclosan dans le lait. Elles produisent alors un déchet, l'acide lactique. Cet acide provoque la coagulation du lait. Le lait devient gélatineux. Il se transforme en yaourt. Voilà un résumé de ce que l'on vient de voir pour les expériences. Et on arrive donc à la conclusion définition de comment on est capable de fabriquer des yaourts. Donc pour fabriquer des yaourts, il suffit de prendre du lait mélangé avec des ferments lactiques et ça se transforme en yaourt. Je reprécise maintenant les bactéries. Alors les bactéries, on n'oublie pas, ce sont nos ferments lactiques. Donc les bactéries se nourrissent dans le lait. Je n'ai pas remis que c'était du sucre ou du lactose. Ce n'est pas l'élément important que je vous demande de retenir dans la conclusion définition. Simplement, les bactéries se nourrissent dans le lait et produisent un déchet acide. Cet acide va faire coaguler le lait liquide. Le lait liquide se transforme en yaourt gélatineux. Voilà la conclusion pour expliquer la fabrication des yaourts. Alors, pour poursuivre la leçon et la terminer, je vous ai mis 2 photographies que j'ai pu prendre donc dans le rayon d'un magasin. Alors, c'est vrai que quand on circule dans un magasin, au moment des courses, on est souvent impressionné par le nombre de rayons qui correspondent à nos produits laitiers. Voilà, par exemple, un tout petit extrait donc du rayon des yaourts et voilà un petit extrait, par exemple, du rayon des fromages. En fait, on n'a pas que des yaourts nature, on n'a pas qu'un seul fromage. En fait, on a des quantités impressionnantes de différents yaourts et de différents fromages avec des arômes, des goûts, des textures différentes, d'accord, pour tous ces fromages et yaourts. Donc là, le problème que l'on peut se poser maintenant, c'est comment on est capable d'obtenir autant de yaourts différents et autant de fromages différents. C'est ce que l'on va devoir résoudre comme problème maintenant pour terminer cette leçon. Alors, comment expliquer qu'à partir du lait, on puisse obtenir autant de yaourts et de fromages différents? Donc, c'est ce qu'on va voir dans un grand 2, la transformation du lait en différents fromages et yaourts. Et pour avoir l'explication de ces fromages et yaourts différents, vous allez devoir faire l'activité numéro 27 sur le site de la cuisinière. Je vous souhaite une très bonne semaine et bon courage. À bientôt!